c'est un dirigeant qui a 33 ans, qui a une EURL, donc qui est indépendant, et qui souhaite investir, mais il se pose la question, est-ce que j'investis en pro ou en perso? Donc est-ce que je prends la trésorerie que j'ai sur la société et du coup je me le verse en dividende ou en salaire, ou est-ce que je vais plutôt faire un montage et investir cette trésorerie via des placements professionnels? Et généralement mes clients ils viennent me voir et ils me disent ok, je vais retirer 30, 50, 100 000 euros et ensuite les placer. C'est là où j'interviens et j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Entrepro. Cette semaine, on reçoit Raoul Dumas Madassani, qui est CGP CIF indépendant. Bonjour Raoul et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charlotte, merci à toi de m'avoir invité. Ce que je te propose, comme d'habitude, déjà c'est de te présenter, de nous dire qui tu es et puis de nous expliquer, nous en dire un petit peu plus sur ton activité. Ok, alors moi j'ai 29 ans, j'ai un cabinet de gestion de patrimoine sur le secteur Rochelet, à La Rochelle. Pour être précis, je travaille partout en France avec la Visio. J'ai commencé moi via un master gestion de patrimoine en alternance à la banque privée, gestion privée. C'est là où j'ai découvert le monde de la finance, directement avec des chefs d'entreprise, donc principalement c'était la clientèle en banque privée, 98%. Et j'ai découvert le monde de l'ingénierie patrimoniale à travers ce master. J'ai décidé de continuer en banque, mais je suis vite parti pour monter mon cabinet de gestion de patrimoine, donc depuis septembre 2023, où j'exerce donc principalement pour des indépendants, moi, EURL, micro. Je dois avoir 80% d'entreprises, et le reste, je vais avoir des jeunes actifs ou des retraités. L'idée, c'était de montrer comment on peut développer un patrimoine, comment on peut structurer un patrimoine, en répondant bien sûr aux objectifs des entreprises et des particuliers, mais c'était aussi de montrer à ceux qu'on délaisse un petit peu, peut-être les micros qu'on peut délaisser, comment on peut développer et gérer une société. D'accord, tu parles des micro-entrepreneurs. Exactement. Ok, donc aujourd'hui, bientôt 2 ans que tu es à ton compte, que tu as ton cabinet. Exactement. Félicitations. Et Merci. donc au final, aujourd'hui, tu conseilles une clientèle à la fois de professionnels, à la fois de particuliers. Tout à fait. D'accord. Ok, avec une orientation quand même un petit peu plus, mais peut-être du fait de ta spécialisation initiale sur le chef d'entreprise. Exactement, sachant que pour moi, en réalité, quand je vais accompagner l'entreprise, je vais aussi accompagner en perso. Bien sûr. Donc j'accompagne les deux. Effectivement, vu que j'ai plutôt un parcours professionnel dans l'ingénierie, j'accompagne principalement des professionnels. Ok. Et tu es indépendant ? Je suis indépendant, 100%. Ok, d'accord. Du coup, aujourd'hui, on va traiter un cas pratique autour du chef d'entreprise, mais on va avoir une problématique un petit peu plus générale, une problématique dont on entend souvent parler. Je te laisse la main, je te laisse décrire le cas que tu as choisi pour cet épisode. Parfait. L'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de présenter un cas qui arrive souvent, vraiment depuis que j'ai commencé, depuis 2 ans. C'est un cas qui me revient chaque mois. C'est tout simplement un dirigeant d'entreprise. Donc là, c'est un dirigeant qui a 33 ans, qui a une EURL, donc qui est indépendant, et qui souhaite tout simplement investir, mais il se pose la question, est-ce que j'investis en pro ou en perso? Donc est-ce que je prends la trésorerie que j'ai sur la société et du coup je me le verse en dividende ou en salaire, ou est-ce que je vais plutôt faire un montage et plutôt investir cette trésorerie via des placements professionnels? C'est un cas qui arrive souvent. Le problème, c'est qu'effectivement, on a peut-être un petit manque d'éducation financière sur le côté pro, sur les placements pro. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui est possible de faire. Et généralement, mes clients, ils viennent me voir et ils me disent « Ok, je vais retirer 30, 50, 100 000 euros et ensuite les placer ». C'est là où j'interviens et j'essaie de leur faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres solutions possibles. Sur ce cas client, on est quelqu'un qui était en concubinage quand je l'ai rencontré et il s'est paxé. Il était à une tranche à 41. Il fait de la prestation de service. Alors, tranche à 41% sur l'imposition sur le revenu. Tout à fait. Donc là, tu es sur, en fait, quelqu'un qui a accumulé de la trésorerie dans sa société et qui se dit au final, et on va peut-être regarder un peu le régime général, et tu as raison, c'est un cas qu'on rencontre de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des sociétés unipersonnelles, alors EURL, SASU, etc. Et au final, qui se disent, est-ce que j'investis depuis ma société? En gros, est-ce que je passe pas par la case impôt et je place directement ma trésor depuis la société, ou est-ce que c'est mieux de sortir de ma société et d'investir à titre personnel? Est-ce que ça te va si, d'entrée de jeu, on compare un petit peu juste fiscalement qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est quoi l'intérêt d'investir directement depuis ma société? C'est quoi le gros plus et peut-être le moins? Et c'est quoi le plus et le moins de se dire, non, je sors et je repasse dans le patrimoine personnel? Ok, c'est une très bonne question.
c'est de là où tout part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il va prendre son salaire, on estime qu'il va avoir à peu près entre 35 et 45%. Souvent, on dit qu'il y a 45% de charges. D'accord. C'est une donc moyenne. dans l'entreprise, il peut soit passer en salaire, soit passer en dividende. Alors, sur l'EURL, généralement, il passe en salaire. D'accord. On est très limité sur les dividendes en EURL. C'est plutôt en SASU. D'accord. On va pouvoir passer en dividende. Ok. L'idée, c'est de se dire, OK, je me verse un gros salaire. Donc, je me verse, par exemple, 10 000 € par mois. Ouais. Mais derrière, je me prends 45% de charge. Et du coup, ce qui reste à placer, j'en ai beaucoup moins. Il te reste 65. Exactement. Ouais. Donc l'idée, c'est de se dire pourquoi pas utiliser plutôt cette trésorerie et en fait, c'est de se dire dès le départ, on part avec 45% en plus. On part avec la base 100. Au lieu de partir avec la base 100 moins les charges, je pars directement avec la base 100. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir un plus gros capital. Quand je passe dans la société, c'est que j'investis un plus gros capital de départ. Tout à fait. Ok. La limite, il y en a pas. Tu es quand même dans le cadre d'une société. Là, c'est une société d'exploitation. Ouais, c'est une société. Alors, c'est que des sociétés de services principalement que j'ai. Ouais. Donc, des sociétés... Et unipersonnelles. Hein. Unipersonnelles. Dans ce cas, c'est vraiment une société de services, de conseil. Ouais. La personne fait des conseils. Et là, aujourd'hui, dans ce cas, effectivement, il y a des limites. Mais aujourd'hui, c'est de se dire que son objectif, c'est investir pour la retraite. Donc, pour reprendre ce que tu as dit, on part de 100 au lieu de partir de 65. Ouais. Donc, s'il a 50 000, 100 000 à placer, disons, et c'était le cas 100 000 à placer, je place 100 000 et je ne place pas 65 000. Ok. Est-ce qu'il y a un enjeu ? Donc, en fait, on se retrouve à placer... là, on est dans le cadre d'une société de services unipersonnelle, donc le besoin en fonds de roulement, il est quand même limité. Exactement. D'accord. Et on a le droit, on a eu quelques épisodes précédents sur la gestion de trésorerie. Alors là, c'est pas une holding non plus, le URL, c'est un statut un peu hybride. Enfin, est-ce qu'on a des limitations, tu sais, sur le niveau de risque du placement ? Ou est-ce que... Alors, c'est une bonne question, le risque. En réalité, la première chose qu'on fait, c'est justement, on va se dire quel est le besoin en fonds de roulement. C'est-à-dire que pour reprendre ce cas, on a une personne qui a 5 ans d'activité, qui pourrait être transparent à moins de 5 000 € de charge pour un chiffre d'affaires de 130 000. Donc, on se retrouve en fait avec un besoin qui est limité, qui est quasi nul. Quasi nul, hein, faut le dire. C'est souvent le cas en fait. Je me suis rendu compte sur les dirigeants que j'ai, sur de la prestation marketing, service, conseil, où ils ont peu de besoins. D'ailleurs, ils essayent de se trouver des charges souvent. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent avec des chiffres d'affaires très élevés. Okay. Et ces placements, justement, c'est là où ça rentre en cas et de se dire, OK, tu veux préparer ta retraite, tu as peu de besoins et derrière, tu sais qu'il faut que tu gardes. Donc, bien sûr, quand on se dit 100 000 €, il a gagné 130 000, on enlève, disons, 5 000 €, il lui reste 125 000. On garde toujours une partie sur un compte qu'il puisse utiliser pour la trésorerie. Ouais. Et puis, ça les rassure aussi d'avoir toujours une bonne partie, même s'il sait qu'il a besoin de 5 000 €. En réalité, on a gardé sur ce cas-là 25 000. Hein. On n'a placé que 100 000, mais on a gardé 25 000. C'est rassurant aussi pour lui. Donc, derrière, les 100 000 €, on va pouvoir les placer parce qu'on sait qu'il n'en aura pas besoin du tout. D'accord. Mais tu n'as pas de limitation avec l'objet social de la société ? C'est ce qu'on a rencontré dans différents échanges qui nous disent c'est une société d'exploitation, on n'a quand même pas le droit d'aller sur les marchés sur un SRI 5. Alors, je n'ai jamais eu de limitation. Peut-être qu'il y a une loi que je ne connais pas, mais en tout cas, pour ma part, non. Je place mes clients. Alors, personnellement, moi, je sais que je ne vais pas aller sur de la crypto-monnaie ou des choses comme ça pour des placements. Pourtant, les entrepreneurs aiment bien. Hein. Moi, personnellement, j'en fais. J'ai beaucoup de demandes sur les moins de 30 ans, avec lesquelles j'en discute, parce que pour être transparent, moi, j'ai plus de 50% de mon patrimoine qui est en crypto. D'accord. Donc, voilà, j'en discute, mais aujourd'hui, effectivement, la réglementation pour moi est encore un peu floue sur ce qu'on peut faire. Et du coup, j'ai envie de proposer, mais j'ai peur que l'AMF vienne me retoquer. Ouais, il vaut mieux être plutôt... Donc, je me protège, j'en discute autour d'un repas, c'est tout. Donc, en gros, j'ai une société unipersonnelle avec un besoin en fonds de roulement qui est extrêmement limité, si ce n'est peut-être les impôts à devoir et mon salaire à venir dans le cadre de l'EURL. Et en fait, là, j'ai le choix. Donc, soit on part en salaire, soit, en fait, on pour récupérer à titre perso, soit en place. Donc là, l'idée, c'est de placer. Et au final, on a très peu de limitations, si ce n'est que de dégager un besoin en fonds de roulement, sécuriser le chef d'entreprise et ensuite de placer. Là, tu as un objectif long.
Exactement. À côté de ça, tu as la possibilité... Alors, il y a des gens quand même qui se versent du salaire. Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une réponse automatique à donner à cette question de se dire, je sors ou je sors pas de la société? Non. Chaque cas est différent. Okay. Faut regarder le besoin et l'horizon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Du besoin de placement de ton client. Exactement. En fait. Ouais. Moi, ce que je vais regarder, c'est ses objectifs. Pourquoi il veut placer? Généralement, le dirigeant, quand il vient vous voir, il vous dit « je veux gagner plus ». Donc, optimiser le salaire. En réalité, parce que son métier, il va gagner plus via son métier. Ça veut tout et rien dire. Voilà. Nous, il fait appel à moi, par exemple, pour optimiser son salaire, pour gagner plus. Et j'en reviens au salaire, effectivement. Et ce cas, effectivement, où on a monté une holding, pour un cas tout simple, c'est parce qu'il se verse un salaire, il a une tranche à 41%. Bah derrière, pourquoi pas réduire le salaire et envoyer une partie via une holding en SASU, où là, il va plutôt se verser des dividendes. Okay. L'idée, c'est quoi? C'est grâce au régime Murphy, où on a 95% d'abattement, il va être imposé à hauteur de 1,25%. Donc, sur les 100 000 euros, imaginons, il remonte, il va être imposé à 1,25 et il va pouvoir placer le reste. Bien sûr, il y a des frais pour monter la holding, la SASU. Faut le prendre en compte. Et l'idée de faire ça, bien sûr, après, c'est de placer avec un taux réduit à 15%. Mais pour revenir à ta question sur le perso, il n'y a pas de généralité. Moi, ce que je regarde par rapport au client, c'est combien il a besoin en perso, en salaire. Okay. Parce que généralement, ils peuvent gagner 100 000, mais du cas de mon client, c'est un très bon cas parce qu'il n'a pas du tout besoin des 100 000. Oui, il a une vraie variable d'ajustement entre les mains. Exactement. Avec une puissance fiscale. Exactement. Okay. Et lui, en fait, il a toutes les portes ouvertes parce que ses objectifs, c'est la retraite, la résidence principale, mais il a beaucoup de cash en perso. Alors, en perso, on a fait un PEA, on a fait un PER. Donc, on a pu placer en perso. C'est très important aussi d'avoir des fonds en perso. On ne va pas aller placer de la trésorerie. Souvent, le dirigeant s'il n'y a pas de fonds en perso, moi, je ne vais pas prendre le risque de tout mettre sur une entreprise alors qu'il n'a pas de matelas de sécurité ou même pas un petit peu de fonds en perso pour répondre aux objectifs aussi. Et dans son cas, effectivement, c'est de se dire qu'on va réguler le salaire. D'accord. Le reste, on va l'envoyer. S'il a besoin tout simplement de dividendes, on va plutôt aller chercher des dividendes via la holding. Donc, on monte la SASU pour transformer le mode de distribution. Exactement. Okay, pour que fiscalement soit plus attractif. Tout à fait. Donc je monte une SASU au-dessus de mon EURL, je fais le régime, je bénéficie du régime Murphy, mais par contre quand je sors de ma SASU, j'ai quand même la fiscalité du dividende. Exactement. Il faut savoir qu'on n'échappera jamais à la fiscalité. Ouais, okay. Ça c'est sûr, on l'aura toujours. On aura toujours cette fiscalité et on en revient à ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui c'est 30%, il va placer, mais il place et il part de 100. Donc, dès le départ, il part avec un capital qui est plus gros pour les placements. Donc, aujourd'hui, souvent, j'entends une phrase quand je vais voir le dirigeant et à chaque fois, il va me dire « Ok, je vais sortir tant de salaire pour pouvoir placer. » Mais en fait, à chaque fois que j'entends cette phrase, je me dis « Mais je ne comprends pas pourquoi dès le début, on ne part pas. Ok, on va plutôt placer en pro si tu n'as pas besoin de ça pour partir avec un plus gros capital. » Et à chaque fois que moi, je leur explique ce montage de soit la holding, soit placé directement via la société, je me rends compte qu'ils me disent « Ah, la plupart des fonds est soit en banque dans ton compte à terme, mais quand je vais les voir, on ne m'a jamais parlé de ça. » Je suis sûr qu'il y a des banques qui en parlent, mais je pense que ces micros et ces URL, ils sont un peu délaissés. Pourtant, il y en a de plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Franchement, surtout cette année, je crois que mon portefeuille, j'ai dû rentrer 90% de URL micro. D'accord. Donc c'est vraiment un cas moi que j'ai quasi tout le temps, tous les mois, et moi ça me va très bien si on me les laisse et si je travaille dessus. J'adore accompagner les micro-entreprises, il y a énormément de choses à faire, il y a tout à monter, il y a tout à faire, il y a une confiance qui est incroyable, donc j'adore travailler avec eux. Et le sujet clairement qui revient toujours, c'est le sujet qu'on a aujourd'hui. Est-ce que je me prends 40-45% de cotisation et je place ensuite, ou est-ce que je pars directement de ma trésor et je pars de 100 000 au lieu de partir de 65-70 000? Ok, donc en gros, si je résume, la première question, c'est de se dire, j'ai de la trésor, en fait, qui ne me sert pas à développer mon activité, donc je souhaite la faire travailler, je souhaite la placer. Tout à fait. En gros, j'ai une problématique patrimoniale. Alors, en fait, souvent, et on oublie, moi je trouve que le conseiller en investissement financier, il est là aussi pour
Enfin, c'est facile de trouver des solutions. Enfin, il y a tellement de placements qui existent. Je trouve que c'est facile. Ce qui est plus dur, c'est bien définir le problème. Et tu le disais justement, où le chef d'entreprise vient te voir et te dit je veux augmenter mon salaire, mais ça ne répond pas tout de suite à sa problématique. Enfin, voilà. Donc, dans l'idée, c'est de bien redéfinir la problématique avec lui. Pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il veut faire de cette trésorerie ? Quel est l'horizon ? En gros, horizon long terme, on peut placer via la société. Tout à fait. Horizon court terme, c'est-à-dire que s'il t'avait dit j'achète ma résidence principale dans 1 an et qu'il n'avait pas de trésor, ou même s'il n'a pas de trésor perso, en fait, on va sortir. En fait, on a quand même une plus grande latitude, peut-être une fois qu'on est sorti. Enfin, on n'en parle pas souvent. Une fois que je suis sortie quand même de l'entreprise, je suis passée par la case fiscale, soit sur le revenu, impôt sur le revenu en termes de salaire, soit sur le dividende, si j'ai pris le régime Murphy, on y reviendra juste après, parce que c'est quand même assez intéressant en termes d'optimisation. Mais en gros, je suis passée par une phase fiscale, ce qui fait que j'ai plus que 70 ou 65% de mon capital, 55% de mon capital initial. Mais j'ai quand même une plus grande latitude, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je peux pas prendre... Est-ce que je peux prendre la trésorerie de ma société à acheter ma résidence principale ? Alors, tu peux sortir la trésorerie. Mais si je la sors pas, je suis dans ma société, je ne peux pas... Non. Via ta société d'exploitation... Je peux pas payer mes vacances, je peux pas me payer une année de tour du monde, je peux pas m'offrir un bateau. Ok. Via ta société d'exploitation, elles sont là en fait les limites. Via ta société d'exploitation, tu vas pas pouvoir t'acheter ta résidence principale, c'est impossible. Pas de consommation personnelle. Pas de consommation personnelle. Ça après, sur un comptable, le comptable sera pas du tout content. Il peut essayer, mais ça passera pas. Ça passera pas sur la compta. Non, on n'a pas le droit de le faire. L'idée, c'est de capitaliser. C'est-à-dire que ces fonds, c'est bien quand une société elle marche. C'est encore mieux quand elle marche et qu'elle capitalise. Okay. Là, c'est magnifique parce que derrière, on va pouvoir répondre aux objectifs, derrière préparer la retraite ou avoir des revenus complémentaires, plein d'objectifs qu'ont les dirigeants d'entreprise, et ça via la capitalisation. Okay. Et c'est l'idée, c'est de se dire que si, comme tu dis, il doit acheter sa résidence principale sur 6 à 1 an, 6 à 6 mois à 1 an, personnellement, moi, je ne vais pas le placer. Il existe, bien sûr, le monétaire où on va pouvoir placer à court terme. En 2024, effectivement, il a donné plus de 4%. Cette année, il donne aussi, pour l'instant, on est à 3%. Mais l'idée de la France, c'est d'avoir une inflation à 2%, c'est d'avoir une économie qui revient à la normale, et c'est pas d'avoir du monétaire à 4%. Non, puis il y a tellement peu de biens à vendre qu'il faut être assez liquide et pouvoir dégainer assez rapidement, quoi. Moi, j'habite à La Rochelle. Principalement acheté par les Parisiens. Marché assez tendu. Marché assez tendu, vous visitez, vous achetez. Tout le monde sait que ça fonctionne comme ça. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez le Parisien ou l'étranger qui, lui, visite en visio et achète. Lui, il a déjà sorti sa trésorerie. Voilà, et il a déjà sorti sa trésorerie. Donc, généralement, il faut acheter directement, il faut avoir les fonds directement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est extrêmement important de cibler les besoins du client, mais de cibler aussi ce qu'il a en avoir, s'il peut répondre actuellement à ses besoins avant d'aller placer sa trésorerie. Et pour ce client, il y avait un cas de résidence principale. En fait, il venait de vendre et il a acheté ensuite. Mais il avait le cash personnel. Mais il avait le cash personnel. On avait placé sur un PEA derrière et voilà. Pas de besoin de finance. Pas de besoin. Il avait son assurance vie avec les fonds derrière. Donc, on s'est dit, allez, on va aller placer sur la société. Mais on s'est dit, il a son URL, imposition à 25%. Ça serait dommage de ne pas aller chercher la holding avec le régime Murphy, où on peut aller chercher une imposition à 15%. D'accord. C'est-à-dire qu'avant 42 500, on a imposé à 15% sur les placements. Donc ça, c'est le régime fiscal à l'IS. C'est le régime fiscal, bien sûr, à l'IS. C'est les tranches. Et bien sûr, après, on peut aller chercher... Il est jeune. Et c'est intéressant avec ce cas parce qu'il n'avait jamais acheté de locatif. Et il m'a dit, dès que j'achète ma résidence principale, pourquoi pas aller chercher du locatif ensuite. D'accord. Le problème, c'est qu'il a une TMI, pour rappel, à 41%. D'accord. Donc, aller chercher du locatif en perso, c'est bien, mais aller chercher du locatif en pro, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Il a une trésorerie, on peut monter la holding, aller placer. Sur ce cas-là, c'était un compte titre où on est allé chercher du coup du placement sur 2 étapes, c'est-à-dire je l'ai coupé en 2, je l'ai scindé en 2 le placement. Une partie, on est allé chercher plutôt du moyen terme avec de l'obligation ou des fonds structurés garantis. En vue d'aller faire du locatif peut-être après ? Exactement, okay. Exactement. Et le deuxième cas, ça a été placement plutôt sur les marchés financiers à long terme via, par exemple, des ETF ou des matières premières, des ETC. Capitalisation plus retraite. Tout à fait. Okay. Avec des horizons, là, on est clairement à 25 ans. Ok.
Donc, en fait, avant de décider quoi que ce soit, on se dit, est-ce que mon projet derrière patrimonial, parce qu'il y a toujours un projet patrimonial, est-ce qu'il est court, moyen ou long terme? A priori, s'il est court terme et qu'il répond à un besoin personnel, on sort. Tout à fait. Alors, avant de sortir, en fait, EURL, c'est plutôt du salaire. SASU, c'est du dividende. Avant de sortir, on regarde sa tranche d'imposition. Enfin, on ne fait pas n'importe quoi. On se pose ou on t'appelle, en fait. Exactement. C'est un peu ça. Mais en gros, projet court terme et personnel, plutôt tendance à sortir. On ne peut pas tout optimiser tout le temps. Si on a besoin de l'argent, plus grande libéralité dans le patrimoine personnel, quand même. Et si, au final, on répond à un besoin long terme, on peut aussi le travailler à travers la société. Ça, c'est assez clair. Et quand, en final, on décide de sortir de l'entreprise, moi, ce que je retiens, c'est un point qu'on n'avait pas encore, que j'ai pas encore évoqué avec d'autres CGP, c'est que je peux être en EURL, facteur d'une tranche marginale élevée, je peux monter une holding. Exactement. Pour baisser à la fois, éviter une tranche marginale trop élevée, être en salaire. Puis ça change aussi le moyen de distribution, parce que le salaire, tu te le verses tous les mois. Dividende, tu peux sortir une plus grosse somme d'un coup, quoi. Tout à fait. Sachant que les dividendes, tu es limité en EURL. Là, justement, pourquoi il est à 41%, c'est qu'il a 125 000. Oui, il se sert un salaire donc aussi important. Donc, il prend son salaire parce qu'il ne voit pas l'intérêt de laisser via la société parce qu'il ne fait pas de placement. Ce qui est intéressant avec ce client, c'est qu'il faisait des placements en perso. D'accord. Mais pour lui, il se versait le plus de salaire possible. Il était très propre, quoi. C'est ça. D'accord. Et c'est un client parfait parce que c'est les clients où ils ont compris que la retraite, quand on est en URL, c'est très compliqué. D'accord. Donc, il faut faire sa retraite soi-même. Donc, pour faire sa retraite soi-même, on récupère le salaire et on place clairement plus de la moitié. Le problème, c'est que avec une TMI à 41%, il avait beau avoir un plan d'épargne retraite. Avec la déduction fiscale. On avait quand même une fiscalité très, très lourde. Ouais. Derrière, en faisant ce montage, on se retrouve avec un salaire qui est totalement réduit. Et en plus, on le calcule pour ne pas être à la tranche à 30%, donc juste en dessous. Ah, tu as réussi à le changer de 2 tranches, en fait. Exactement. Okay. Donc, l'idée, ça, c'est hyper important. Quand moi, quand je fais une stratégie, je fais tous les calculs et je ne vais pas faire au hasard, comme quand je mets un plan d'épargne retraite, où souvent, moi, je vais faire du DCA. D'accord. Et à la fin... Donc, c'est du versement régulier programmé. Exactement. Okay. Je vais ajuster. Donc là, je l'ai fait pour son salaire. Il se verse un salaire et à la fin de l'année, on va ajuster s'il a besoin de plus ou moins en dividende, mais on va faire en sorte qu'il soit juste en dessous les 30% pour gagner en imposition. D'accord. Et pour revenir effectivement au montage de la holding, l'idée c'est avoir une partie en salaire et une partie en dividende, où là il peut se verser une plus grosse partie. Pourquoi ? Parce qu'il paye 30% d'impôt, donc la flat tax. Contre la tranche marginale, contre la tranche marginale d'imposition qui était à 41%. D'accord. Plus du fait de remonter le résultat, il diminue sa tranche marginale à l'IS. Exactement. Il la redispatche en fait sur 2 entités. Je te disais dès le début, il veut gagner plus d'argent, avoir plus de salaire. Comment on fait pour qu'il ait plus de salaire ? On va monter une holding et on va aller chercher des dividendes à 30%. Attention, c'est ce que tu disais aussi, quand on va placer via la holding, quand on va aller récupérer les fonds, on aura toujours ces 30%. Oui, alors attention, quand on sort, on fait des montages sociétés, on a une base de démarrage de capitalisation qui est beaucoup plus forte, qui est quasiment x2, sur le URL, qui va être un petit peu moins forte sur la SASU, mais qui est quand même plus intéressante. Par contre, une fois que je suis arrivée à la retraite, ton client il arrive à la retraite, donc là, tu as eu un peu un effet très vertueux, on dirait dominos fiscaux, où au final, tu as réussi à taper sur la tranche marginale, à l'IR, sur la tranche marginale à l'IS, et puis au final sur la fiscalité de sortie de la trésorerie d'entreprise. Donc magnifique. Et par contre, une fois qu'il est à la retraite, ton client, il peut pas tirer ses compléments de revenus de sa société. C'est-à-dire que l'argent, même s'il fait du locatif, par exemple, dans la société, il est moins fiscalisé qu'à l'IR, etc. Mais s'il veut jouir des loyers ou s'il veut retirer une partie de la capitalisation qu'il a engendrée pendant... Il a 33 ans, donc 33. Disons pendant une trentaine d'années, il se passe quoi, là ? Il y a la fiscalité qui intervient. 2 choix. Soit il va vendre sa holding, donc il va avoir les plus-values sur les sociétés. C'est ça ? Donc il liquide. Okay. Soit il va décider d'aller se chercher des salaires progressivement. D'accord. Je me suis rendu compte que pas mal fonctionnent comme ça. Ils vont aller chercher des salaires progressivement, soit via une DSCI, parce que généralement, quand ils ont compris qu'on monte la trésorerie dans la holding, derrière, on va aller
transmettre cette trésorerie, une partie de la trésor pour monter une holding et pour monter une SCI, et pour investir en immobilier. Ouais. Donc, il va aller capter via des SCI, par exemple, via les loyers des immeubles de rapport qu'il a. Soit il va aller chercher via des dividendes, donc 30% d'impôts. Il va aller se payer donc des salaires, un complément de retraite, mais avec 30% d'impôts. Ou alors, il va décider de faire ensuite de la succession en faisant une transmission de parts via ses enfants ou via une SCI, il va transmettre ses parts. Mais en tout cas, s'il veut en vivre, il repasse par la case... Enfin, de toute façon, il n'y a rien de magique et personne n'échappe à l'impôt. C'est ce que tu disais en préambule. Donc, on les a au début, on les a au milieu, on les a à la fin. On peut les amoindrir pendant la durée de vie. On va renforcer l'effet capitalistique. Parce qu'on le rappelle encore une fois, la performance, c'est une question de pourcentage. Donc, si je fais 7% sur 65 ou si je fais 7% sur 100 000, plus l'effet des intérêts composés, sur des durées longues, en fait, il y a un effet boule de neige qui est quand même amplifié du fait de travailler à l'IS en restant dans le cadre de la société. Tout à fait. La Banque de France faisait même fait des stats souvent. L'an dernier, ils ont fait une stat. 250 milliards, c'est le nombre de fonds qui ne sont pas placés sur les trésoreries, qui restent en trésor. Dans les sociétés ? Donc, dans les sociétés, 250 milliards, ce qui représente, il y a 15% des sociétés qui font des placements. Sur ces 15%, ce qu'ils ont fait, ensuite, l'INSEE a fait un sondage et ils ont constaté une chose, sur ces 15%, 88% ont constaté que leur trésorerie a augmenté en plaçant. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu que ça rapportait. Et du coup, ils placent de plus en plus. D'accord. C'est des chiffres de 2023-2024 et on se rend compte que les chiffres, ils augmentent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes. Alors, il y a 1% de différence entre 2023 et 2024, mais il y a de plus en plus de sociétés, principalement TPE indépendants, qui vont placer parce qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup plus de rentabilité. Et surtout, ils ont compris une chose, la retraite pour eux, c'est compliqué. Quand on est en EURL, il y a à peu près 30% qui va partir pour la retraite. Sauf que derrière, quand on touche sa retraite, le train de vie, il change énormément. Ces 30%, si on venait à les placer, j'avais fait le calcul, j'avais entendu un podcast il y a, je crois, 1 ou 2 semaines, où une personne disait, si on place les 30% sur 44 ans, le temps de la retraite, on arrivait entre 4 et 5 millions sur 10% de rendement. Et en fait, ces clients, ils se disent, attention, moi j'ai refait les calculs parce que 30%, en fait, quand c'est un salarié, c'est pas 30%, on est plutôt sur 11,7%. EURL et micro, c'est aussi différent. Sur l'EURL, on se rapproche de ces 30%. En fait, mes clients, je leur fais des calculs sur 25, 20 ou 30 ans, où je leur dis, voilà, si vous placez plutôt, moi je fais plutôt sur du 5 à 7%, je préfère être pessimiste pour être transparent, et on se rend compte qu'on arrive plus du million sur 25 ans. À chaque fois, on arrive à avoir ce million en capitalisant. Et ces clients, je leur dis, OK, maintenant, quand vous avez 1 million, soit vous le récupérez, soit vous vous dites, imaginons 5% d'un million. 5% d'un million, ça fait 50 000. Vous enlevez les 30%, vos 2 000 euros par mois, vous les avez largement. Le message peut-être à retenir, c'est de vraiment prendre en main sa trésor d'entreprise. Je pense que les entrepreneurs indépendants, individuels, s'en rendent compte parce que, si tu veux, ils ont une grande proximité. Tu travailles pour toi, tu es tout seul. Donc, à un moment donné, même si les tâches transversales sont parfois oubliées, je pense que tu y penses. Tu vois, toute l'actualité, tu en parles tout le temps. Quand c'est des grosses sociétés d'exploitation, c'est un sujet quand même un peu différent. Là, le chef d'entreprise, il peut s'engager, il peut prendre des engagements sur sa trésor, prendre une décision unilatérale. C'est quand même, d'un point de vue administratif, c'est quand même relativement simple. Il est maître de son argent. Donc, en réalité, il a la liberté. En fait, c'est l'avantage du chef d'entreprise. Je l'ai découvert quand j'étais à la banque privée, où je voulais à l'époque un gros salaire et me dire je vais pouvoir investir et autres. Et j'ai découvert une chose, c'est qu'en réalité, la vraie liberté, c'est le dirigeant. Il a ce choix. Soit j'investis en pro, soit j'investis en perso. Quand j'investis en pro, même si j'investis en pro, il y a une partie que je peux récupérer s'il faut. Par exemple, via un compte titre, en réalité, c'est assez liquide. Sur une partie des fonds, je sais que je vais aller mettre du monétaire, c'est assez liquide. Donc, je peux aller récupérer ces fonds. En perso, ensuite, je place comme si c'était mon salaire, comme si j'étais salarié. Donc, il y a cette liberté quand on est dirigeant de société. Il y a le choix. Et pour moi, c'est le plus important, avoir ce choix. Maintenant, effectivement, il y a quand même des choses où il faut faire attention. Je me suis rendu compte sur les sociétés qui viennent de se créer,
la notion de TVA, par exemple, est un peu floue. Et du coup, il faut vraiment comprendre le besoin de la société et mettre des chiffres dessus. Parce que les rattrapages de TVA, c'est assez souvent. Et du coup, aller placer de sa trésor, parce qu'on a entendu qu'il faut placer sa trésor dès la première année, monter la holding. Attention quand même. En fait, tu as deux extrêmes. Parce que moi, j'ai entendu aussi beaucoup de jeunes chefs d'entreprise qui se lancent, qui se retrouvent avec des sommes de cash, de trésor très importantes au bout d'un an. Et qui, alors t'as pas que la TVA. Hein, non, mais bien sûr, je parle pas voilà, tout ça, et qui n'ont pas encore tout le cheminement en tête, et qui, tu vois, ont 50 000 euros de trésor, te disent, je place 50 000. Bah oui, en fait, non. D'où l'importance aussi de se faire accompagner, de bien définir éventuellement le besoin en fonds de roulement, dans lequel on peut caser les échéances fiscales et taxes à venir de l'année en cours, ou de l'année suivante. Et puis ensuite, de bien définir ses projets et trouver le meilleur schéma fiscal, puisqu'au final, ça va vraiment dépendre d'un projet personnel à la fin. Tout à fait. Ok. Moi, j'ai une dernière petite question avant de clôturer cet échange qui était quand même très, très intéressant. Je te remercie. Une fois que tu es dans la société, quand tu places plutôt compte titre, contrat de capi, on sait que c'est les 2 enveloppes qui sont disponibles aujourd'hui. Ouais. C'est une très bonne question. En réalité, les dirigeants d'entreprise, eux, connaissent principalement que les comptes à terme. Ça, on va dessus. Quand ils vont voir la banque pour placer, c'est soit compte à terme, soit contrat de capi. Attention, je ne fais pas une généralité. En fait, je prends l'exemple de mes cas clients à moi. Ouais. Okay. Moi, personnellement, je suis plutôt compte titre. Pourquoi je suis plutôt compte titre Je reviens sur la liberté. Pour moi, l'avantage du compte titre, c'est la souplesse. On peut investir un peu, pas dans tout, mais presque tout. Je te parlais tout à l'heure d'ETF, d'obligations, d'immobilier, d'ETC sur matières premières. On peut aller chercher du court terme, du moyen terme, du long terme. On peut aller récupérer les fonds assez rapidement. Pour avoir fait du contrat de capi, j'arrive beaucoup plus à récupérer des fonds. Je l'ai fait sur Shares où j'ai fait un virement très rapidement pour récupérer des fonds. Là où sur un contrat de capi, ça m'a pris beaucoup plus de temps. C'est les délais assurantiels. Même s'il y a eu du progrès quand même sur le tout sujet. Tout à fait. Ça reste de la trésorerie d'entreprise. On essaye d'aller très vite. Les banques l'ont compris. Mais aujourd'hui, effectivement, je vais plutôt sur du compte titre. Il y a aussi une histoire de frais. On va être très transparent où le compte titre revient beaucoup, beaucoup moins cher. Quand on voit les frais qu'on peut avoir sur les OPC-EVM dans les contrats de capi, sachant que généralement, on n'a pas en plus tout ce panel de produits que je viens de te citer, ces sous-jacents, pardon. On va aller chercher beaucoup plus de produits, beaucoup plus de liberté. On aura les produits structurés, par exemple, qu'on va pouvoir aussi créer par rapport aux besoins du client. Clairement, le compte titre. Maintenant, attention, je vois souvent, et je trouve que ce n'est pas non plus une erreur, le ERL avec un contrat de capi, par exemple, et derrière la holding avec un compte titre. J'ai vu des cas comme ça. Je sais que je le fais pas vraiment, mais et dans voilà. le contrat de capi, tu mets quoi? Du fonds euro? Tu mets de l'OPC? Clairement, alors moi je l'ai pas fait. Ouais. De ce que j'ai vu, c'est plutôt du fonds euro. Ouais. En fait, soit fonds euro s'il est disponible, et généralement ils ont mis le contrat de capi pour le fonds euro qui est disponible. A priori, ça redémarre. Voilà. Mais voilà, c'est un cas que j'ai pu voir. Maintenant, t'as invité la dernière fois une personne qui fait des comptes à terme. On a aussi cette solution via le ERL, par exemple la société mère, la société commerciale, elle qui engendre le cash, d'aller chercher par exemple des comptes à terme spécifiques. Oui. Ok, très clair. Écoute, je te remercie pour ce que tu nous as expliqué et puis pour toutes ces techniques fiscales. Je pense que c'est quand même bien de pouvoir revoir avec toi les éléments, le cas personnel, la situation globale, l'audit global en fait, nécessaire avant tout conseil. Peut-être donc pour les gens qui nous écoutent, donc si vous êtes chef d'entreprise, que vous soyez micro-entrepreneur ou entrepreneur tout court, en société unipersonnelle, vous pouvez contacter Raoul. Est-ce que tu peux nous donner une adresse mail où on peut prendre rendez-vous avec toi facilement ? Oui, donc mon cabinet est à La Rochelle, donc c'est R&D Patrimoine. L'adresse mail c'est raoul@rdpatrimoine.com. Ok. J'ai mon site internet également, rdpatrimoine.com. Okay. Donc on peut me retrouver avec mes coordonnées directement dessus. Ok, et on peut te contacter et prendre rendez-vous. Tout à fait. Ok. Merci Raoul pour cet épisode et Merci puis à toi, on te Charlotte. dit à très bientôt. À très vite. Merci à tous.